Bonjour tout le monde, comment ça va Pépé? Je suis en pleine forme. Tu viens de te réveiller là ou quoi? Mais non, je suis tellement heureux à chaque fois, j'ai besoin de m'apaiser pour me rendre compte à quel point je suis heureux d'être là avec toi et avec tous les gens qui nous regardent. C'est un bonheur, en plus ça va être léger vu la thématique. Parce que oui, aujourd'hui on va parler de vidéoprojecteur, c'est parti. Pépé, quel prix minimum faut-il mettre pour un bon vidéoprojecteur? Alors là, on attaque directement une question dont la réponse va être double. Soit on fait du Pico, c'est-à-dire des mini vidéoprojecteurs. Et dans ce cas-là, c'est un petit produit qui est comme ça, qui a souvent pas de zoom. Qui est portable, Quelqu'un qui va sur batterie. Et dans ce cas-là, on peut attaquer pour des résultats à peu près corrects, à partir de 350 jusqu'à 500. On a ce qu'on appelle du Pico. Après on passe dans des prix au-dessus. Après, on change de type de matériel, puisqu'on va vers des vidéoprojecteurs. Et dans ce cas-là, moi je dis que le ticket d'entrée pour des produits neufs, j'entends pas les trucs qui ont un an, qui sont soldés, c'est 650, 700, 800, pour commencer à avoir une image qui a de la gueule, qui a de la présence, de la luminosité, qu'on peut projeter en fond de salle. Là, il faut commencer à attaquer vers d'autres produits un peu plus chers. Voilà, Pico, et après, les produits plus gros, dits plus gros. Pépé, question suivante, comment ça fonctionne un vidéoprojecteur? C'est tout simple, à la base il faut de la lumière, et il y a obligatoirement une ou deux matrices. Alors la matrice, c'est là où on forme l'image, c'est comme une diapo, quelquefois chez les gens qui sont des cadras, la diapo. Donc la lumière va être utilisée par la matrice pour envoyer l'image à travers un objectif, une optique. Parce qu'il y a plusieurs technologies. 5. Bah oui. Tu me poses la question, je te dis, il y a plusieurs technologies. On savait que cette vidéo allait être compliquée, mais on pensait pas à ce point-là. C'est Flash in the night. Il y a 5 libellés de technologies différentes pour le vidéoprojecteur. Pépé, qu'est-ce que le LCD? Le LCD, c'est la plus vieille. C'est tout simplement des matrices LCD qui reçoivent un flux de lumière. Il y a 3 matrices LCD, rouge, vert, bleu. Et les 3 flux RVB se rassemblent en un seul et sont diffusés vers l'optique. Et ça fait une image à la fin. Ça fait une image, c'est une lampe ou un laser ou du LED et les 3 matrices RVB LCD qui sont traversées par la lumière. C'est la technologie peut-être la plus fiable, la plus douce pour l'œil, la plus utilisée, donc la moins chère entre guillemets. On a beaucoup de recul sur le LCD. C'est ce qu'on retrouve dans les petits picots, c'est quoi? Le Pico peut être soit LCD, ce qui est rare, soit surtout une autre technologie, le DLP-DMD. Ah, on enchaîne. Pépé, qu'est-ce que le DLP-DMD? Alors le DLP c'est le nom de la technologie, le DMD c'est le nom de la matrice, c'est une techno inventée par Texas Instruments. C'est totalement différent du LCD, alors ils ont pris le contre-pied complet, puisque ce sont des micro-miroirs qui s'agitent. Des petits micro-miroirs stockés sur une matrice, et quand ils reçoivent la lumière, ils ont soit une position on, soit off. On, ils réfléchissent la lumière, off, la lumière est diffractée n'importe où, donc ce qu'il faut, quand on a ce type de matrice, c'est avoir une roue de couleur devant. On a une roue... il n'y a plus le RVB. Non, il y a une seule matrice en grand public pour le DLP-DMD parce que 3 matrices, ça coûte la peau du... Et plus encore, les 3 matrices dans le cinéma. En général, quand vous allez dans une salle du cinéma qui est numérique, vous avez 3 matrices séparées. Le grand public, c'est une seule matrice, donc il faut bien fabriquer la couleur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer la couleur? On a une roue codeuse qui est devant, donc on a un faisceau de lumière, ça peut être en effet un laser, une lampe ou n'importe quoi. Il y a une roue qui fabrique comme ça. La roue, elle peut avoir des filtres RVB ou bien des filtres 2 fois RVB, du RVB plus blanc. Elle fabrique les couleurs et après les miroirs, en fin de compte, ils réfléchissent ou pas les couleurs et la luminosité, ils forment l'image comme ça. Attends, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est une technologie absolument hallucinant, le DLP-DMD. Quand tu regardes en fin de compte un DLP-DMD, ton œil n'y voit que du feu, mais c'est en fin de compte des micro-miroirs qui s'agitent de tous les côtés. Une roue de couleur qui peut créer chez 10% des gens ce qu'on appelle un problème d'arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu peux voir la roue codeuse. C'est ce qui se passe quand on tourne la tête. Tu tournes la tête et tu vois une sorte de dégradé des couleurs comme un arc-en-ciel. Il y a 10% des gens qui sont sensibles à l'arc-en-ciel du DLP-DMD, tandis que le LCD, comme il n'y a pas de roue, tourne pas. Ça tourne sans tourner, c'est-à-dire ça tourne pas. Le LCD, c'est 3 matrices séparées, donc il n'y a aucun problème de rémanence pour ces gens-là. Tandis que le DLP-DMD avec la roue peut avoir des petits effets. C'est le Rainbow Effect Wire. Mais c'est génial, la techno est fabuleuse. Du coup, la question suivante sur un autre type de technologie. Qu'est-ce qu'est la projection laser? Elle est très bien comme question. Oui. Alors, c'est simple, je vous ai dit tout à l'heure, Arnaud, qu'il y avait toujours une source de lumière. Oui. Entrer dans la lumière. Et là, en fin de compte, ce qu'on appelle la projection laser, ça fait rêver, Laser, tout de suite tu dis laser, c'est plus puissant. Le truc, c'est que il y a en effet soit les lampes Mercure, les lampes Mercure classiques, qui sont pas très bonnes pour la planète, utilisées. Soit on a après un mélange soit de lampes, soit en même temps des LED, soit on a le laser et les LED, mais ça reste des sources de lumière.
Ah. C'est-à-dire que quand on dit une projection laser, ça veut dire que c'est pas les matrices qui sont laser, c'est la source lumineuse. Bon, du coup, tu viens un peu d'en parler, mais une projection LED, ça vaut quoi? Un projecteur LED, ça veut dire que dedans, il n'y a pas de lampe mercure, il n'y a pas de laser. Ça dépend le nombre de LED, la puissance de la diode LED ou des diodes LED. C'est-à-dire que globalement, ce qui est bien pour les picots, tu vois, on en a parlé, la diode LED c'est fabuleux quoi, parce que c'est petit, ça peut balancer de la lumière. Le LED est très pratique, il n'est pas super lumineux, mais il est super pratique. Dans ce cas-là, on met plusieurs LED. C'est très variable selon les modèles, mais c'est une partie de l'avenir parce que c'est pas gourmand. En plus, on est en énergie. Voilà, déjà. Il y a encore des progrès à faire sur cette techno? Il y a des progrès à faire sur toutes les technologies, Arnaud. Même le mercure, même la lampe mercure, on peut encore faire des progrès. On peut faire des progrès sur le laser, sur le LED. Mais le LED est pratique. Mais il faut l'aider quelquefois. Donc, quelquefois, on met LED plus laser. C'est très variable suivant les fabricants. Bon, là, il y en a une autre. On me pose la question. Qu'est-ce que ça vaut la projection en ultra courte focale? Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ce que c'est exactement? Alors, l'ultra courte focale, ça fait partie du monde de la vidéoprojection et c'est ce qu'on appelle des projecteurs qu'on peut vraiment rapprocher de l'écran. Ah oui, c'est ceux qui sont posés en bas du mur. Ce que certains appellent les lasers TV, même voilà, les lasers TV, ça peut être à la fois du laser et certains, même s'il n'y a pas de laser dedans, appellent ça les lasers TV. C'est soit le bloc qu'on peut mettre genre à 30 cm d'un mur ou d'un écran, soit un vidéoprojecteur séparé mais qui a une focale extrêmement courte. C'est-à-dire que vous vous rappelez à l'école, quelquefois il y avait le projecteur au-dessus d'un tableau qui était très proche. C'est un vidéoprojecteur, focale ultra courte. D'accord. Sauf que là, on l'a aménagé pour qu'il soit en grand public, qu'on puisse le placer dans une sorte de boîte très très proche d'un écran. Donc ce sont des lasers TV, des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. On a mis des années à créer ce genre de produit parce qu'il a fallu créer une optique qui permet d'avoir ce genre de courte focale, de courte distance, sans qu'il y ait de déformation de géométrie. Parce qu'on y arrivait avant. Quand j'ai commencé à tester les premiers, on avait un produit qui était tout proche de l'écran. Et l'image, si vous avez un truc droit, elle faisait ça. Alors vous étiez en train d'ajuster. Forcément, vu que ça projetait d'en bas. Il faut arriver à avoir à compenser la déformation de géométrie. Et en plus, il faut un écran particulier qu'on appelle un écran UST. L'écran UST parce que l'image, quand elle est en bas, elle vient d'en dessous. Donc ce n'est pas la même chose qu'une image qui est frontale. Et quand tu as une image qui vient d'en dessous, si tu as la moindre aspérité sur un écran, tu vas avoir une sorte d'ombre sur l'aspérité. Tu vas avoir un crépi. Alors que même si le mur n'a pas l'air d'avoir un crépi. Donc c'est très compliqué, l'ultra courte focale, mais ça fonctionne très très bien. Et ça prend les techniques traditionnelles avec en plus une focale très courte. Du coup, question suivante Pépé, est-ce qu'on peut projeter sur un mur blanc ou est-ce qu'il faut absolument s'acheter un écran? Les fabricants savent qu'à la base, quand ils créent ce produit, ils vous diront toujours que l'image sera meilleure avec un écran dédié. C'est-à-dire qu'en effet, une toile, qui a une toile avec gain, donc on va avoir des gains 1-1, tout ce que vous voulez, une gain qui sont perlés, pas perlés, on peut augmenter l'angle de vision avec une toile, on peut faire des tas de trucs, on peut avoir un contraste qui est amélioré, on peut avoir des tas de choses, les bords noirs, ça encadre l'image quand on a un écran, on sait tout ça. Donc en effet, si vous avez la possibilité, si vous avez les moyens, je conseille, si vous avez un vidéoprojecteur, d'utiliser une toile. Ces trucs. Mais les fabricants savent que c'est pas le cas de tout le monde et qu'on projette souvent sur des murs blancs, donc on peut avoir une belle image sur des murs blancs, hein, mais elle sera toujours meilleure avec un écran dédié. Vraiment, tu vois, tu sens la différence. Oh là 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 là, oui. Il y a des écrans qui sont des écrans haut contraste. Tu mets la toile, tu as ce contraste hallucinant, tu remets le mur, tu remets la toile, la différence, tu as l'impression que c'est délavé, tu mets la toile, tu fais et tu te dis, mais j'ai bien fait d'acheter mon écran avec un haut contraste. Il y a d'ailleurs des marques françaises comme Extreme Screen qui fabriquent des écrans absolument dingues que j'ai vu en démo partout. C'est hallucinant, mais ça coûte un peu cher. Il y a d'autres solutions que la toile ou pas? Oui, c'est bien de m'en parler Arnaud. Je te pose la question parce que je me dis, attends, peut-être qu'il y a un compromis. Il y a d'autres solutions. Il y a la peinture à gain. C'est-à-dire qu'il y a des peintures vendues dans le commerce, vous badigeonnez le mur avec cette peinture et vous avez des résultats qui sont meilleurs qu'avec un mur qui ne serait pas avec une peinture à gain. À vous de choisir, mais vous n'aurez pas les performances d'une toile qui sera... C'est un compromis. C'est un excellent compromis, la peinture à gain. Mais... Du coup, question suivante, Pépé, pour regarder Netflix, tu me conseilles plutôt un bon OLED ou un vidéoprojecteur? Alors, ça n'a rien à voir, et je suis content que tu me poses la question, Arnaud, c'est très important ce que tu me dis. Parce que... C'est Mathéo qui nous pose la question. Mais Mathéo, tu as raison, parce que c'est la question que j'entends peut-être le plus dans ma carrière. C'est vrai? Depuis mon existence, donc depuis à peu près 21 ans, j'entends cette question en permanence. Pépé, dis-moi, est-ce que j'achète un téléviseur ou j'achète un vidéoprojecteur? La différence entre les deux est toute simple. Le téléviseur, tu vas le regarder jour comme nuit. Le vidéoprojecteur, il faut aménager
l'appareil. Il ne peut pas travailler si tu as un reflet qui vient de ta porte-fenêtre, il ne peut pas travailler en plein jour, il peut travailler peut-être en semi-pénombre quand ils atteignent des hauts prix avec des hautes luminosités. Mais globalement, je vais te dire un truc qui va peut-être faire mal au porte-monnaie de tout le monde. Je pense que le téléviseur est parfaitement complémentaire du vidéoprojecteur et vice-versa. Ah oui, là ça fait mal au porte-monnaie. Mais ça fait mal au porte-monnaie. Mais il y en a un qui est plus un spectacle nocturne où on peut faire le noir dans la pièce. Et avoir une grande image. Et avoir une très grande image, puisque le vidéoprojecteur est fait pour aller en moyenne 2,20 m, 2,50 m, 3 m, 3,50 m, jusqu'à 7 mètres pour les modèles qui sont des modèles à 3, 4, 5 000 lumens. Le téléviseur, lui, a l'avantage en OLED d'avoir un noir magnifique, mais un téléviseur, c'est quoi avant tout? C'est une taille prédéfinie. Tandis que le projecteur, tu peux faire grandir ton spectacle comme tu veux. Donc pour moi, ce sont deux produits complémentaires. Au niveau de la qualité d'image, vous allez avoir une meilleure qualité d'image sur l'OLED. En grand public, on ne peut pas avoir en vidéoprojection un ratio de contraste d'1 million sur 1. En grand public, c'est pas possible. En professionnel, oui. Il y a le Dolby Cinema qui est à 1 million sur 1. Le LCD aussi, haut de gamme, il y a un noir formidable qu'on ne peut pas atteindre vraiment, à part si on peut l'atteindre un tout petit peu avec le SXRD. Une nouvelle technologie, tiens. La troisième. La troisième. Qu'est-ce que le SXRD? Qu'est-ce que ça vaut? Combien ça coûte? Et qu'est-ce que c'est si bien? Alors Arnaud, je suis content que tu me parles. Mais vraiment, je suis content chaque fois que je viens ici. Parce que c'est ma techno favorite. Je vous expliquais tout à l'heure, il y avait sur le LCD, comme tu peux le voir dans le commerce, les vidéoprojecteurs, tu as 3 matrices. Rouge, vert, bleu, tu as la lumière. Et la lumière traverse les 3 matrices. Ouais. Donc quand tu traverses en LCD, tu vois le quadrillage. Ouais, bah donc oui, l'idée de Sony, entre autres, JVC, Pioneer à l'époque, c'était de dire on traverse pas, on réfléchit. C'est la matrice qui réfléchit à la lumière, voilà, elle n'est pas traversée. Elle n'est pas traversée, c'est ce qu'on appelle le LCD réflectif. Donc c'est plus net, c'est plus quoi? C'est moins électronique. Et l'image, tous les gens qui ont du SXRD chez Sony ou du JVC DILE pourront peut-être témoigner dans cette vidéo, c'est juste hallucinant. Et aucun effet de roue de couleur, ni un coup de... Il n'y a pas de roue. Mais c'est une des technos les plus chères au monde. C'est le meilleur compromis, c'est le choix des rois. C'est le choix des rois. C'est le choix des rois. Je sais que c'est cher. Mais tout ce dont je parle est toujours cher. C'est ma marque de fabrique. Depuis que je suis gamin, je parle de trucs qui sont chers. Je peux pas me les payer, je m'en fous. Allez, Pépé, question suivante. Est-ce qu'on peut jouer aux jeux vidéo avec un vidéoprojecteur? Pacemaker. Je reviens à la vie. C'est une très bonne question, Arnaud. Alors, à la base, les fabricants vous diront, nous, on peut... Alors, je vais faire les guillemets, j'adore ça. C'est assurer le gaming. Attends, que je le ferai. Assurer le gaming. Ça veut dire qu'on peut officiellement, sur pas mal de produits, diffuser une image qui sera au maximum 60 images par seconde déjà. Les gamers peuvent en effet s'y retrouver. Après, le problème de certains produits, certaines technos, les fabricants vous diront on a certains produits qui ont moins de latence. L'input lag, c'est quand tu donnes un coup sur la manette, combien de temps après tu as le résultat à l'écran, quel que soit ce qui se passe dans le produit. Si je saute avec Mario, je veux que quand j'appuie, ça saute. Pour la plupart de ceux que j'ai eu entre les mains, on est plutôt à 50, 60 millisecondes, alors que les téléviseurs descendent à 15 ou à 16 millisecondes. Ah oui, quand même. Mais oui, mais encore une fois, il y a ce qu'on peut voir, et il y a ce qui est écrit sur le mode d'emploi. Je veux dire, on peut très bien dire, c'est à 60 millisecondes, tu vas jouer, tu dis, oh, bah, c'est tout à fait acceptable, on peut jouer avec. Mais à la base, il y a certains produits qui sont arrivés à la fin de l'année 2020 qui sont annoncés comme étant peu ou prou plus aptes à faire du gaming. Mais à la base, tous ces vidéoprojecteurs dont je parle depuis le début sont plutôt tournés vers le cinéma, vers le streaming. Ils sont capables de faire du 24p, ils sont capables de faire des images en Ultra HD 4K avec un upscale. Ils sont plus dirigés vers quelque chose qui est cinéma. Question suivante, Pépé, et c'est un peu en rapport avec ce qu'on disait avant. C'est Stéphanie qui nous demande quels sont les specs vidéo qu'on peut espérer si je mets plus de 1500 € sur mon vidéoprojecteur. 4K HDR, 120 fps, HDMI 2.1, est-ce que ça existe en vidéoprojection? Pour le moment, des choses comme le Dolby Vision ne sont pas sur les vidéoprojecteurs. Il n'y a pas de vidéoprojecteur grand public Dolby Vision. Et le HDR? Le HDR est sur les modèles qui arrivent depuis maintenant 2 ans et demi, je crois, ou 3 ans. Il y a des modèles qui sont HDR. Le problème, c'est que moi, je suis remarqué, alors là, ça n'engage que moi, que le HDR était assez mal traité par les vidéoprojecteurs. Ben oui. C'est très compliqué, souvent on a une image qui est sombre. Donc, si vous avez ce problème-là, vous déconnectez le HDR et vous dites l'image est quand même sympa. En professionnel, c'est très facile à faire. Les produits coûtent 150 000 €, il y a tout ce qu'il faut dessus, ils sont Dolby Vision à 1 million € et tout, pas de problème. En grand public, pour 1500 €, vous allez avoir un produit sympa chez BenQ, Optoma, Epson, qui va être en effet très très bon en 1080p. Certains sont Ultra HD 4K, mais ça veut dire qu'ils ont un upscale.
Donc, pour 1500 €, Stéphanie, tu vas avoir, à mon avis, un produit très lumineux, avec des entrées, avec une belle colorimétrie. Donc, Mais on sera autour de 60 FPS, on débranche le HDR. on sera en 60 FPS, on aura une image très lumineuse, une belle colorimétrie. La plupart sont ce qu'on appelle DCI-P3 avec une grande couverture de colorimétrie. On a, à partir de 1000 € maintenant, des produits intéressants. D'accord. Très intéressants. Question suivante, Pépé. Le bruit du ventilateur peut-il être désagréable? Et ça, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus sur le Mais- bruit du ventilateur. Les gens ont peur de ça. Mais ils ont raison. Ils ont raison, c'est vrai? Non, ils ont raison, bien sûr que non, Arnaud. Écoutez, je sais bien que je délire. D'abord, les modèles à lampe Mercure sont, à mon avis, les plus bruyants. Le DLP DMD, suivant la taille du produit, il va y avoir un bruit. Il y a un bruit de la roue. Ah, mais oui. Quand vous mettez un DLP en route, la plupart du temps, hein, je fais des généralités, n'allez pas me dire tel produit le fait pas, l'autre produit le fait. Hein. Vous allez d'abord mettre en route un DLP, même un picot, vous allez entendre. Et c'est la roue qui s'active. C'est la roue. C'est la roue. Mort de rire. Donc c'est la roue de chroma qui commence à bouger, vous avez la ventilation avec. Donc les modèles laser, il faut aussi les ventiler. Laser plus LED, il faut ventiler aussi. Moi, à ma connaissance, c'est quand même les gros avec Mercure qui sont les plus violents au niveau du son. Mais moi, j'ai un projecteur à la maison qui a une lampe Mercure, mais il est en potence, donc il est en hauteur. Moi, je l'entends. Je ne peux pas dire que je l'entends pas. On sait quand il est allumé. Oui. Il chauffe bien la pièce aussi. Non, mais ça dépend des technos. Globalement, ils font du bruit, mais moins. Quand même, depuis quelques années, ils en font moins. Mais il y a un bruit. Question suivante, du coup, sur la lampe. La durée de vie d'une lampe, est-ce que c'est vraiment un gros budget ou un peu trop? Alors, il y a 20 ans, enfin, il y a 15 ans, il y a 5 ans, c'était un peu catastrophique. Maintenant, les lampes, on considère, par exemple, les modèles traditionnels. Donc les lampes, on les change que quand c'est à mercure, c'est ça? En effet, les lampes Mercure, on les change. C'est-à-dire que quand on voit l'image commencer à devenir jaune, c'est-à-dire que la lampe Mercure meurt. Elle décroît. Donc l'image devient jaune. En général, c'est jaune. Là, il faut la changer. En général, ce genre de lampe, maintenant, on arrive à les faire tenir entre 3 et 5000 heures en mode éco, ce qui est vachement bien. Alors par contre, le laser, Arnaud, les petits loulous, c'est différent. Parce que le laser a un avantage numéro 1. Pendant toute sa vie, il aura exactement la même puissance, la même colorimétrie de faisceau. Il ne bougera pas d'un iota. C'est-à-dire que contrairement à la lampe qui va peut-être changer de couleur en fin de vie, lui, il bouge plus. Par contre, à un moment donné, vous allez appuyer sur votre produit et le laser sera dead, crevé. Il sera mort et Il pourra plus, quoi. il pourra plus et après, on ne change pas. On change pas? Non, ça dure 25 000 heures, entre 20 et 25 000 heures, ce qui correspond quand même, quand on réfléchit bien, à 20 ans à 3 heures par nuit. Hein. Ah oui, d'accord. Non. Donc on change juste les lampes à mercure, c'est ça? Les lampes à mercure, on sort le bloc entier avec l'asservissement, on sort du vélo-projecteur, on en prend d'un main à l'autre. Et voilà. Et c'est reparti. Et par contre, c'est reparti du coup. Voilà, c'est l'avantage par contre. Pour élever le projecteur, alors Mercure, il peut continuer tant tu lui mets des lampes dedans. Hein. Bah oui. Il s'en fout lui. Ouais, il s'en fout. L'autre, il meurt. Allez Pépé, nouvelle question. Quelle technologie de vidéoprojection tu me conseilles? Bah t'as du fric ou pas comme gars? Parce que si t'as pas de sous, moi je te dis non, je rigole. Le truc c'est qu'en effet c'est par strat. Si tu veux un petit programme, un petit vidéoprojecteur, ce que j'appelle moi d'appoint, un truc sympa, tu prends un Pico. Après tu choisis donc dans la gamme de prix entre 600 et 1000, on a des produits qui sont donc milieu de gamme, sympa, des belles luminosités, LCD ou bien DLP, hein, donc micro-miroir. Tu prends là-dedans BenQ, Optoma, vraiment Epson, t'as beaucoup de marques qui font ça avec des images nickel. Après tu dépasses les 1000. 1000, 1200, ça commence à être quelque chose de différent en vidéoprojection. Tu vas avoir des produits plus puissants. C'est surtout la puissance, c'est-à-dire la puissance lumineuse. Tu vas atteindre 2000, 3000 lumens avec une colorimétrie plus violente. Ça peut être du DLP, ça peut être du LCD, mais tu as des projecteurs fond de salle, grande image, 2,50 m, 3 m, 3,50 m, sans C'est ce qu'on pose à l'autre bout du mur là. sans s'écrouler. C'est-à-dire qu'un projecteur, quand tu vas mettre le prix, quand tu pourras le reculer, tu auras l'image qui ne s'écroule pas techniquement. C'est-à-dire que ça ne va pas perdre la luminosité, tu ne vas pas perdre la colorimétrie, oui. donc continue à cracher beaucoup. Ils sont plus chers, plus puissants. Donc c'est vraiment par rapport à une taille également de ton image. Et après, tu veux aller vers quelque chose de différent, encore monté en strat. Tu vas vers les produits compatibles Ultra HD 4K, mais qui sont avec upscale. Donc tu vas aller vers 2000, 2500 €. Tu en as chez BenQ avec upscale à 1000 €, mais c'est pas des modèles récents, c'est que tu peux avoir après 1 an ou 2 ans de mise en vente. Et tu vas après vers le SXRD, vers les trucs très cinéma. Bon, c'est vraiment des strates de prix. Et là, tu as vraiment le cinéma chez toi. C'est-à-dire que là, tu as des performances, je peux te le dire, avec le SXRD de Sony, tu as des performances de cinéma sur une image de 3 mètres, 3,50 m, et même chose pour JVC DLA, à partir de 5000 €. Bien sûr, tu as des produits chez Sony qui vont jusqu'à 14, 15, 20, 25 000, 30 000 €. Tout est une question de budget. Là, vraiment, s'il y a bien un secteur d'activité où le budget entre en ligne de compte, c'est bien la projection. Mais par contre, Arnaud, c'est que du bonheur. Sincèrement. Quand tu as un téléviseur, c'est déjà du bonheur, un beau téléviseur. Mais quand tu as une belle image, bien faite, en projection, avec soit un bon streaming, soit un bon Blu-ray, t'es là, tu dis, ce que c'est beau.
Le kiff, quoi. Le kiff, t'invites tous tes potes à la maison, ils sont là, ils te jalousent et tout. Les mecs te flinguent pour partir avec ton matos. Après, tu finis écartelé, pendu chez toi pour qu'ils repartent avec. Tellement c'est le bonheur. Eh ben, merci Pépé. C'est moi. Franchement, c'est des super conseils que tu nous as donnés. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé à mieux choisir votre vidéoprojecteur. Hein. Ou carrément être dégoûté du truc et dire, mais ça va pas, il y a trop de trucs, j'ai jamais y arrivé. Merci à toi, Pépé. Merci. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à lâcher un petit like, parce qu'on essaye de faire 3 vidéos par semaine en ce moment sur notre chaîne YouTube. Et moi, je sais, c'est... Toi aussi, t'as un bon rythme hein, sur ta chaîne. Ouais, mais je sais pas quoi dire. Ouais, les gens savent pas à quel point c'est compliqué de faire 3 vidéos par semaine. Ah, mais c'est un vrai taf. Hein. C'est un vrai taf. Et... À plein temps. Mais regardez... Toi, t'as quand même... Bah, maintenant, t'as 70 ans, t'as encore les cheveux, mais moi, j'en ai 20, je les ai déjà perdus, quoi. Ça va vite, ça va vite, hein. Ça va vite. Ça, c'est trop travailler, les vidéos, ça. Bon, allez, on vous laisse. Vive la technologie. Salut. Vive la vidéoprojection. Aussi. Vive le cinéma. Et oui. Vive la réouverture des salles de cinéma. Ah, ben ça, on a hâte. Allez, ciao.